connaissez sans doute M. Chessinger à travers ses responsabilités publiques. C'est le maire d'Olivet, c'est un vice-président d'Orléans Métropole, et en tant que vice-président, il suit plus exactement les questions liées à l'aménagement du territoire, à la planification urbaine et à la stratégie foncière. Mais avant d'exercer ces fonctions publiques, on peut indiquer que, sauf erreur de ma part, vous êtes maître des requêtes au Conseil d'État, et avant d'être membre du Conseil d'État, vous êtes passé par Normal Sup et par Sciences Po Paris. Donc merci pour votre présence ce soir, nous sommes très, très honorés de vous compter parmi nous, et vous allez nous parler de la jurisprudence commune d'Olivet, donc un retour au droit administratif et à l'apport de cet arrêt plus particulièrement. Merci. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc, je suis ravi d'être parmi vous ce soir, et comme ça fait un quart d'heure qu'il n'y a pas eu de remerciements, je vais à mon tour remercier les organisateurs, remercier les enseignants de m'avoir invité et de m'avoir permis de participer à cette journée d'études, à cet après-midi d'études très sympathique. La deuxième chose, c'est que je dirais à Grégory Bebenheimer, que je connais par ailleurs, qu'il a été l'objet d'un cas, donc je crois qu'il en sera très flatté, même si la présentation était parfois un peu rustique. Donc, moi, ce dont je souhaitais vous parler, c'était de la décision commune d'Olivet, qui est une décision d'Assemblée du Conseil d'État du 8 avril 2009. Alors, pourquoi cette décision? D'une part, parce que je suis maire d'Olivet et que cette décision a représenté un événement important dans la vie de ma commune. D'autre part, parce que je suis membre du Conseil d'État. Alors, aujourd'hui, je ne suis plus affecté à la section du contentieux, qui est la section qui rend les décisions juridictionnelles, qui a la fonction de Cour suprême de l'ordre administratif. Mais je travaille à la section sociale, qui est une des sections administratives, donc qui intervient sur la préparation des textes, projet de loi, projet d'ordonnance, projet de décret, dans trois domaines principaux, le droit de la sécurité sociale, le droit du travail et le droit de la santé. Voilà, moi je suis plus particulièrement spécialisé dans le droit du travail des transports et dans le droit du système de retraite, après avoir été pendant 3 ans juge fiscaliste. Ça veut dire qu'on brasse à travers nos carrières différents types de droits, ce qui fait le sel de notre métier. Alors, j'ai préparé quelque chose en 3 points. Ça, c'est Normal Sup qui revient assez régulièrement, pour vous présenter le plus succinctement et j'espère de la manière la plus intéressante possible cette décision. La première chose, c'est vous rappeler le point de droit qui a été jugé dans la décision commune d'Olivet. Alors, monsieur le professeur, vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est une décision qui a tranché la question de savoir si les dispositions de la loi Sapin, une loi de 1993, qui avait limité dans le temps la durée des contrats de délégation de service public, donc j'imagine que vous savez ce qu'est une DSP, c'est une personne publique qui confie à un opérateur, le plus souvent privé, le soin de gérer un service public. Pour vous donner un exemple, la piscine d'Olivet, l'inox, je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui l'utilisent, elle n'est pas gérée par la ville d'Olivet, elle est gérée par une société qui s'appelle Vermarine et qui a été sélectionnée à l'issue d'une procédure de mise en concurrence et qui a le droit d'exploiter cette piscine pendant 5 ou 6 ans. Donc le grand apport de la loi Sapin en 1993, c'était de dire qu'on pouvait confier cela, mais pour une durée limitée. Et ensuite, il y a une deuxième loi, la loi Barnier de 1995, qui prévoyait que dans différents domaines particuliers de service public, et en particulier celui de l'eau, cette durée ne pouvait pas excéder 20 ans. Donc la question qui se posait était de savoir si ces deux lois, de 93 et de 95, qui limitaient donc dans le temps l'application, limitaient dans le temps la durée des conventions de délégation de service public, s'appliquaient seulement aux contrats qui seraient conclus après la publication de ces lois, ou s'appliquait également aux contrats qui avaient été conclus avant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi la question s'est posée à Olivet. C'est parce qu'à Olivet, le contrat de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable avait été conclu en 1931, à compter du 4 avril 1933, pour 99 ans. Et donc, dans les années 90, la question qui se posait était de savoir si ce contrat devait s'arrêter en 2015, soit à peu près 20 ans après la loi Barnier, qui limitait ça à 20 ans, ou aller jusqu'en 2032, ce qui était le terme normal de cette convention. Donc ça, c'est la question qui était posée au juge. Et la portée de cette décision. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, donc plus précisément, c'est les enjeux juridiques associés et la manière dont le Conseil d'État a apporté la réponse à cette question. La première chose, c'est de vous rappeler que c'est une décision d'Assemblée.
Les décisions qui étaient présentées tout à l'heure sont des décisions qui ont été rendues par des formations de jugement un peu différentes. La première décision, c'était une ordonnance du juge des référés. Une ordonnance du juge du référé, c'est un juge unique. Et c'est une décision qui ne fait pas jurisprudence, parce que c'est une décision temporaire, transitoire, avant le jugement qui sera rendu au fond, qui lui pourra faire jurisprudence. Et les autres décisions qui étaient commentées, c'était des décisions de... Maintenant on dit chambre réunie, à l'époque on disait sous-section réunie. C'est une formation à 2 chambres, qui est l'organe régulateur quotidien du Conseil d'État, mais qui ne tranche pas les questions les plus sensibles. Alors qu'ici, quand on fait appel à l'Assemblée du contentieux, c'est qu'on a un problème juridique majeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand l'Assemblée du contentieux se prononce sur une décision, elle fixe une ligne jurisprudentielle qui est rarement remise en cause avant 10, 15 ou 20 ans. Donc c'est-à-dire que c'est une formation de jugement qui rend au sens propre une décision. Et donc, et c'est ça la spécificité du Conseil d'État comme Cour suprême et dans sa participation à la construction de l'ordre juridique public français, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand on lit les textes, mais on vient contribuer à la régulation d'un service public et à la construction du droit. En l'espèce, comme vous le savez probablement, la question de l'application dans le temps d'une disposition législative, elle se règle en règle générale assez facilement. La loi dit comment la disposition va s'appliquer. Et là, la question qui se posait, c'est que la loi ne disait rien sur ces conditions d'application. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir dans ces enjeux juridiques, c'est qu'une décision d'Assemblée, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel et dans des réflexions qui sont en cours parmi les juges, dans la doctrine, et des échanges et des moments de réflexion. Les 2 thèses qui étaient présentées tout à l'heure pour les 2 jeunes filles ont des intitulés qui sont extraordinairement d'actualité. La question de l'office du juge, par exemple, c'est l'objet de la moitié des décisions d'assemblée et de section qui sont actuellement programmées depuis 3-4 ans. L'office du juge, c'est quels sont les pouvoirs du juge, quel est son rôle, et sous l'influence notamment du droit de l'Union européenne et du droit européen de la CEDH, la place du juge dans la société est en train d'évoluer. Et la question du silence, il y a eu une grande réforme l'année dernière qui a inversé le système de prise de décision administrative, et là aussi on a des sujets d'actualité. Et bien, la décision Ville d'Olivet, ma commune d'Olivet, elle s'est inscrite au croisement de 2 réflexions juridiques qui avaient été engagées à la fin des années 90, au début des années 2000. Le premier sujet, c'est la question de la sécurité juridique. Alors vous connaissez tous l'arrêt AC de 2004, qui a autorisé le juge à moduler dans le temps les effets de sa décision, ce qui était une technique jurisprudentielle bien connue de la Cour de justice de l'Union européenne, mais qui n'était pas pratiquée en France, et qui portait atteinte à l'un des aspects majeurs de la jurisprudence administrative, qui était d'avoir un effet assez frustre, mais très efficace, d'annulation rétroactive de ces décisions. Quand le juge administratif annule quelque chose, l'acte est réputé n'avoir jamais existé. Ce qui veut dire que vous êtes dans une fiction juridique, où parfois 2 ou 3 ans après, vous avez annulé une décision administrative et vous faites comme si cet acte n'était jamais intervenu. Ce n'est pas très sophistiqué, mais c'est un peu comme la bombe nucléaire. Quand vous le faites, eh bien, il ne reste plus rien derrière, et donc ça incite très fortement l'autorité administrative à faire très attention aux actes qu'elle prend. Eh bien, sous l'impératif de la sécurité juridique et l'attente des citoyens, et par rapport aux effets dévastateurs que pouvait avoir une annulation contentieuse, le juge a réfléchi à la manière dont il pouvait optimiser sa décision. Et donc cette problématique de sécurité juridique, elle s'est traduite dans cette décision AC de 2004. Elle s'est traduite aussi dans la décision KPMG de 2006, qui a obligé le pouvoir réglementaire à prendre des mesures transitoires pour organiser l'entrée en vigueur de dispositions législatives qui pourraient avoir un effet de choc. Et c'est également au cœur de la décision Madame Lacroix de décembre 2006, de section également, qui a donné le mode d'emploi de cette sécurité juridique. Et là, en l'espèce, la question qui se pose derrière la question de la sécurité juridique, c'est la question de l'application dans le temps des différentes décisions administratives. Et l'arrêt commune d'Olivet participe à ce débat qui était particulièrement important à la fin des années 2000 au sein du Conseil d'État.
La deuxième ligne jurisprudentielle qui est en question, c'est la question du droit de la concurrence et de la montée du droit de la commande publique qui a été profondément modifiée sous l'influence du droit communautaire. Monsieur le professeur, vous évoquiez tout à l'heure l'arrêt Million et Marais de 1997, qui est également une décision d'Assemblée. Pour les publicistes parmi vous, c'est même une décision qui est au gaja, donc c'est le summum de la reconnaissance des décisions administratives, et ça concerne les pompes funèbres de Fleury-les-Aubrais, parce que c'est quelque chose qui est soumis au droit de la concurrence. Et là aussi, il y a toute une réflexion sur la manière dont les grands principes de la commande publique commencent à se dégager, notamment en termes de transparence, en termes d'égalité d'accès, et c'est le croisement de ces deux lignes jurisprudentielles en développement dans les années 2000 qui conduit à la décision de la ville de Lyon. Alors, en substance, qu'a décidé l'Assemblée du contentieux? L'Assemblée du contentieux a jugé que dans le silence de la loi, quand la loi ne disait rien sur la manière dont elle s'appliquait à des contrats en cours, il fallait regarder si on pouvait malgré tout estimer que le sujet était tellement important qu'il fallait faire comme si elle avait dit que ça s'appliquait. Donc il y a trois situations. Soit la loi dit je m'applique à des situations constituées, c'est pas totalement évident, il faut un motif suffisant d'intérêt général, mais comme elle le dit et qu'il y a un intérêt général suffisant, ça passe. Soit elle ne dit rien et ça passe pas, puisque la règle issue du Code civil, c'est que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties. Donc théoriquement, la position elle est binaire. Si on dit quelque chose et qu'il y a un motif d'intérêt général suffisant, ça passe. Si la loi ne dit rien, alors ça ne passe pas. Et là, le Conseil d'État, et c'est pour ça que c'est une décision d'Assemblée, vient chercher un critère qui lui permet de dire pourquoi, dans le silence de la loi, on peut malgré tout estimer que la loi s'applique. Ce critère, alors il se dégage dans plusieurs décisions jurisprudentielles des années 60 et 70, et c'est celui du motif impérieux d'intérêt général. Et donc il faut revenir à l'objet qui était celui de la loi de 93 puis celle de 95. Pourquoi le Conseil d'État, en tant que juge administratif, pour qui la loi est la norme absolue, le Conseil d'État a toujours refusé, avant l'intervention de la QPC, de contrôler la constitutionnalité de la loi, parce qu'en tant que juge administratif et se faisant appartenant au pouvoir exécutif, son ordre de positionnement dans la hiérarchie des normes était en dessous du Parlement, donc la loi, rien que la loi. Tout ça a un peu bougé, mais ça reste très prégnant. Donc pour que le Conseil d'État vienne solliciter la loi, il fallait qu'il recherche dans l'intention du législateur une motivation suffisamment qualifiée lui permettant de dire que même si le législateur n'avait rien dit, en fait il voulait dire quelque chose. Et s'il le fait, c'est parce que l'objectif poursuivi en 93, c'était la transparence, et donc favoriser la concurrence dans les marchés publics, dans la commande publique au sens large, en espèce pour les délégations de services publics, et en même temps lutter contre la corruption. Parce que quand vous avez des contrats qui durent pendant 99 ans avec des sociétés privées dans certaines communes, vous avez des rentes de situation qui peuvent s'établir, et c'est-à-dire que pour ceux qui ont fait de l'économie, il y a une forme de surprofit qui ne correspond pas à la rentabilisation normale du capital, ni à la juste rémunération de l'activité du délégataire. C'est du profit qui est la pure captation liée à une position qu'on peut qualifier d'abusive sur un marché. Et donc, le Conseil d'État, dans cette décision, définit un critère, qui est donc le critère de l'intérêt général apprécié à travers un motif impérieux d'intérêt public, qui est là, en l'espèce, la concurrence et la transparence de ce bon fonctionnement d'un marché. Et donc, il en déduit que, même si la loi ne dit rien, la durée limitée introduite par la loi Barnier doit s'appliquer au contrat en cours, et que le contrat de la ville d'Olivet, même s'il a été conclu en 1931 à partir de 1933 et qu'il doit s'appliquer selon ces termes jusqu'en 2032, doit être considéré comme caduc. Autrement dit, il ne peut plus légalement se poursuivre à partir de 20 ans après la loi Barnier, donc à partir de 2015. Et donc le Conseil d'État élabore cette théorie et juge cela.
Ça, c'est l'apport juridique de la décision. Et en quelque sorte, c'est le fruit d'un raisonnement assez éloigné du contentieux à l'origine. Et c'est à ça que je veux aboutir. C'est-à-dire que dans cette décision, le Conseil d'État a fait du droit en Assemblée. Et donc, il est venu en quelque sorte achever le travail du législateur. Ça, c'est sa mission de Cour suprême. Et de ce point de vue-là, cette décision elle est particulièrement illustrative de ce qu'est une Cour suprême intervenant sur des sujets essentiels. Le troisième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est l'enjeu politique de cette décision. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, il y a des olivetains, mais si vous êtes olivetains, je sais qu'il y a parmi vous quelques olivetains, c'est le sujet politique des 15 dernières années à Olivet. Bon, il ne se passe pas grand-chose à Olivet de très politique, mais ça a vraiment été le sujet avec des manifestations au conseil municipal. Voilà, il y a eu, je ne vais pas dire de la mousse, mais un petit peu. Alors, je vais vous donner 3 éclairages. Le premier, c'est comment un maire envisage un tel contentieux. Quand vous êtes maire d'Olivet, alors moi je le suis depuis 2015, donc après l'intervention de la décision, quand vous êtes maire d'Olivet et que vous avez un contentieux aussi compliqué que celui-ci qui se termine devant l'Assemblée du Conseil d'État, là j'ai ramené les conclusions du rapporteur public, il y a 17 pages, non même plus, il y a 24 pages de conclusions avec 500 références juridictionnelles, 3 thèses qui sont citées. Vous n'êtes pas exactement préparé à cela. Et donc, vous n'avez pas forcément non plus les moyens d'avoir un service juridique qui vous permet d'aborder sereinement les choses. Et donc, un contentieux comme celui-ci, c'est une source d'angoisse. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le contentieux qui a donné lieu à la décision qui a été lue en 2009 date de 1997. Donc, il y a 12 ans entre la délibération qui a été attaquée par des conseillers municipaux d'opposition et la décision définitive du Conseil d'État qui tranche la décision. Donc, en 12 ans, il se passe pas mal de choses, notamment le fait que le maire de 97 n'est pas le maire de 2009. Et deuxième difficulté, la décision de 2009, elle produit ses effets à partir de 2015, puisqu'elle vient fixer un mode d'emploi de la gestion de la durée des délégations de service public dans le temps. Là aussi, c'est assez compliqué. Et la troisième chose qui trouble le maire d'Olivet à ce moment-là, c'est qu'en parallèle, vous avez une décision qui date de 2006-2007 concernant la ville de Castres, qui a voulu appliquer la loi Barnier et qui a souhaité interrompre sa délégation de service public avec son opérateur d'eau potable, en l'espèce la Lyonnaise des Eaux, qui est devenue Suez, et qui a été traîné au tribunal et qui a perdu, et qui a dû indemniser son délégataire sur le fondement de la jurisprudence Compagnie française de tramway de 1910. C'est-à-dire qu'une personne publique ne peut pas mettre un terme à une convention qui la lie avec un exploitant sans raison. Sinon, elle doit l'indemniser pour la perte de rémunération qui peut être la sienne ou le remboursement des investissements qu'elle a consentis pour exploiter la délégation de service public. Et en l'espèce, la ville de Castres, pour avoir arrêté son contrat une dizaine d'années trop tôt, a dû verser 32,5 millions d'euros à son délégataire. Une trentaine de millions d'euros, alors c'est proportionnel à la taille de la ville, mais pour l'échelle d'Olivet, si on devait indemniser notre délégataire à hauteur de 30 millions d'euros, c'est une somme qui représente la totalité des investissements que nous sommes capables de faire au cours d'un mandat. Donc c'est-à-dire que pendant 6 ans, nous ne construisons pas d'école, nous ne faisons pas de voirie, nous n'achetons rien. Donc quand vous n'êtes pas spécialiste de droit public et que vous avez un environnement juridictionnel qui vous conduit à prendre des risques comme celle-ci, c'est pas évident de vous engager dans un contentieux. Ça, c'était le premier témoignage politique que je souhaitais vous livrer. Le deuxième, c'est que quand vous engagez un contentieux, vous cristallisez une situation. Pourquoi l'opposition municipale en 1997 choisit de contester une délibération du conseil municipal? Pour une raison simple, c'est que le contrat de l'eau de la ville d'Olivet, qui datait de 1933, prévoyait un niveau de rémunération du délégataire qui était particulièrement élevé. Et l'effet de la loi Sapin, plus de la loi Barnier, dans les années 90 sur les renouvellements de délégations,
on voyait un peu partout en France le niveau du prix de l'eau baisser très fortement. Donc l'objectif des opposants, c'était d'essayer d'imposer à la municipalité d'obtenir la fin du contrat avec le délégataire pour avoir un prix de l'eau bien inférieur. Depuis, nous avons renégocié notre contrat et notre prix de l'eau a effectivement baissé de 50%. Ce qui veut dire que là où vous payez 400 € tous les semestres, vous n'en payez plus que 200, ce qui représente des économies colossales pour les habitants. Et quand vous engagez un contentieux, vous cristallisez une situation et nous aurions pu imaginer pendant cette période, par avenant, négocier une baisse du prix de l'eau, puisque le délégataire avait bien conscience, si je prends une expression triviale, qu'il se gavait. Mais quand vous êtes devant le tribunal, eh bien, plus personne ne bouge. Donc pendant 12 ans, aucune négociation n'a été possible sur ce sujet-là. Ce qui n'est pas évident parce que, c'est une expression, hein, il faut parfois un mauvais accord qu'un bon procès. Parce que vous permettez de sortir assez rapidement de situations compliquées plutôt que de vous en mettre dans la main du juge. Et enfin, la troisième leçon politique qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que si vous interrogez aujourd'hui les personnes qui ont introduit le recours, ils vous expliqueront qu'ils ont gagné. Et que grâce à eux, la situation de l'eau à Olivet a été réglée. Quand vous ouvrez la décision du Conseil d'État et que vous lisez le dispositif, donc c'est la partie décisionnelle, l'article 2 dit les conclusions, donc le contenu du recours de M. Plisson, Mme Fleuret du groupe d'action municipale d'Olivet, tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal d'Olivet, sont rejetées. En fait, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont perdu le recours. C'est-à-dire que le Conseil d'État a validé la délibération du Conseil municipal. Et donc vous êtes dans une situation assez paradoxale où, d'un point de vue juridictionnel, ils ont perdu leur recours. Le Conseil d'État était sympa, il ne les a pas condamnés à payer les frais de procédure de la ville et de Veolia. Mais ils auraient pu en avoir pour 5 à 10 000 € quand même. Donc, compte tenu de la question un peu redoutable qui était posée, le Conseil d'État ne les a pas condamnés à payer les frais de procédure. Mais c'est une défaite juridique qui, par inadvertance, parce que les moyens qui étaient soulevés n'étaient pas du tout ceux de la question tranchée in fine par le Conseil d'État, se transforme en une victoire politique qui fixe une politique jurisprudentielle sur un sujet extrêmement intéressant, qui a ensuite été appliqué partout en France, qui a été le mode d'emploi pour l'administration fiscale, pour faire en sorte que partout en France, les délégations de services publics soient évaluées, analysées, et que les collectivités puissent en prononcer la caducité à l'issue du délai de 20 ans, le cas échéant. Tout ça pour dire quoi? Pour dire 3 choses en conclusion, que doctrinalement c'est une belle décision, qui aurait pu mériter de figurer au GAJA compte tenu du fait que c'était la synthèse de plusieurs courants jurisprudentiels. C'est particulièrement illustratif de ce qu'est une décision d'Assemblée du Conseil d'État en tant que Cour suprême, et qu'il faut bien souvent distinguer l'aspect politique d'une décision de l'aspect juridique, et qu'en l'espèce, une défaite juridique peut être vue comme une victoire politique selon la manière dont le juge se saisit du contenu de cette décision. Pardon d'avoir été peut-être un peu long. Merci infiniment pour votre présentation et ce passionnant double regard. Membre du Conseil d'État et en militant maire, c'était particulièrement instructif d'avoir cette double analyse. Je me tourne maintenant vers notre doyen, Pierre Laurent, donc pour un double voyage géographique. Ça va être court puisqu'on va aller d'Olivet vers Orléans, mais on va aller peut-être un peu plus loin dans le temps puisqu'on va remonter à la monarchie de Juillet, puisque Pierre, tu vas nous parler d'ordonnance royale relative au conseil municipal d'Orléans. Alors je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que tu as bien sûr tout le temps que tu souhaites pour évoquer ce sujet, mais peut-être pour une dizaine de minutes. Pour une fois, je vais vous décevoir beaucoup, je vais faire court. Je vais d'abord évidemment remercier tous les intervenants, mais ça je l'ai déjà fait, mais ça fait un peu plus d'1 quart d'heure que tu as remercié.
et puis évidemment Mathieu Chessinger pour son brillant exposé. Et je tiens à rassurer, on a le projet, on peut le dévoiler maintenant, Maxime et Nolwenn, de publier un Gajanne ou un Gaja Olivet, ou O, peut-être, c'est pour Orléans et pour Olivet, avec tous ces arrêts, effectivement, et toutes ces décisions qui concernent notre très beau territoire. Alors, parenthèse enchantée, je ne sais pas, Fouad, c'était effectivement très flatteur. C'est vrai qu'on est à 22 mars, et comme je sais qu'il y en a qui font quand même un peu d'histoire ici, c'est vrai que le 22 mars est une date importante, en fait, le 50e anniversaire, non pas des faits dont je vais vous parler ici, mais d'une autre université, celle de Nanterre. Voilà. Avait pris la corbeille, René Raymond, comme doyen de la fac de Nanterre, avait pris une corbeille sur la tête le 22 mars. Oui, tout à fait. Bien avant qu'il s'endorme, quand j'ai passé l'agrégation d'histoire, j'étais un peu vexé quand même, pendant mon exposé. Donc je vais essayer de ne pas vous endormir. Et donc, mais je vais parler moi aussi de silence. Décidément, le silence est très à la mode, oui, Nolwenn aussi. Silence de la loi, non pas de l'administration, ici, effectivement. Et je me place ici, alors la monarchie de Juillet, c'est bien loin, c'est presque il y a 2 siècles, mais c'est le moment, c'est le début de la décentralisation modérée. Et quand on décentralise, généralement, on essaye de renforcer les instruments de la tutelle administrative. Les universités sont sous tutelle, enfin il paraît, les collectivités aussi, et surtout à cette époque. Donc on se situe en 1838 au conseil municipal d'Orléans, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui a beaucoup compté pour définir, et ça intéressera évidemment Mathieu Chessinger, quels sont les pouvoirs du maire et quels sont les pouvoirs du conseil municipal, et tout cela aussi, évidemment, en référence au pouvoir de tutelle du préfet. Donc c'est une affaire qui remonte en 1838-1840 jusqu'au Conseil d'État, et qui est très abondamment reprise à l'époque. Tout à l'heure, François parlait des revues juridiques, et c'est le moment où sont créées des revues, mais très pédagogiques, à destination justement des maires et des secrétaires de mairie, qui à l'époque ne sont pas pour beaucoup normaliens, ou alors l'école normale d'instituteurs pour les secrétaires de mairie, et donc qui ont besoin d'instruments pratiques, de guides formulaires et d'explications. Vous imaginez, la complexité des décisions du Conseil d'État était déjà très grande, et ça tombe, alors pour la mairie d'Orléans ça va, mais pour les mairies rurales c'est absolument épouvantable. Donc beaucoup de revues sont créées à cette époque, comme l'école des communes, bien sûr, l'ami des maires, etc. Il faudrait recréer ces revues. Alors, a priori, la question de droit posé est simplissime. Et vous allez vous dire, mais on ne voit pas quel est véritablement le problème. On est 1 an après l'adoption de la loi municipale de 1837, et le préfet du Loiret et le conseil municipal d'Orléans sont en désaccord sur l'interprétation du cadre normatif relatif aux sessions extraordinaires. Donc c'est un sujet qui paraît vraiment de détail, les sessions extraordinaires du conseil municipal. C'est la question de la durée qui pose plus généralement le problème de l'étendue des pouvoirs du préfet et des prérogatives du maire sur les débats en séance plénière et sur les travaux en commission municipale. En effet, quelle est la position du conseil municipal d'Orléans? Il aspire à une existence permanente, c'est-à-dire quasi parlementaire. On est au moment aussi où la monarchie parlementaire, avec sa liberté de débat et sa publicité des débats, s'installe. Donc c'est la prétention du conseil municipal d'Orléans. Et à la préfecture d'Orléans, il y a une sorte de prédécesseur de Mathieu Chessinger, beaucoup moins sympathique, le comte Henri Siméon, qui est auditeur au Conseil d'État, qui est fils et petit-fils de ministre de l'Intérieur, rien que ça. Donc comment dire, il est un peu droit dans ses bottes, quoi. Et ce n'est évidemment pas une pique vis-à-vis d'Alain Juppé, je ne me permettrai pas. Donc le préfet du Loiret alerte le ministre de l'Intérieur sur l'abus qui était toléré par ses prédécesseurs à la préfecture du Loiret, donc il y a un petit pic vis-à-vis de ses prédécesseurs, qui consiste à laisser le conseil municipal du chef-lieu siéger au-delà, et parfois bien au-delà, des 10 jours légaux, qui étaient donc fixés dans la loi, sous le prétexte que soit les 10 séances du conseil municipal n'ont pas eu lieu, donc vous voyez une séance qui dure plus d'une journée, comme une garde à vue si vous voulez, soit que l'examen d'une affaire n'a pas été achevé, l'affaire qui avait suscité la convocation du conseil municipal en session extraordinaire. Et en réaction, le préfet fait insérer au recueil des actes administratifs du Loiret qu'il appliquera désormais avec la plus extrême rigueur les dispositions légales, en conditionnant son autorisation de siéger en session extraordinaire à une durée précise de 10 jours et à un ordre du jour limité à celui de la convocation.
Ce recadrage par le préfet éveille la susceptibilité, vous savez qu'on appelait les Orléanais les guépins, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient parfois un esprit un peu moqueur. Donc le conseil municipal est véritablement énervé par ce recadrage du préfet, et il adopte une délibération hostile au préfet du Loiret, au terme d'une séance particulièrement houleuse. Ça ne se passe plus comme ça au conseil municipal d'Orléans ou de la métropole aujourd'hui, bien sûr, qui dénie au préfet le droit de fixer un terme aux débats municipaux. Et la séance se poursuit en dépit du fait que le président de séance, alors qui n'est pas le maire, qui n'était pas là, mais son adjoint, l'adjoint avait levé la séance et le conseil se poursuit. Et les opposants exigent que dans le procès verbal de la séance, même après la levée, ça soit inscrit au PV, etc. Et un mois plus tard, ce conflit s'envenime encore, avec donc cette exigence de maintenir au procès verbal les incidents postérieurs à la levée, puisque pour les opposants, la seule limite au fait de siéger, c'est l'intérêt communal. Donc le préfet n'a rien à voir là-dedans. On est évidemment loin de l'esprit de la loi qui était très modérée, la loi de décentralisation. Un arrêté au conseil de préfecture, donc je rappelle pour les étudiants que le conseil de préfecture était l'ancêtre des tribunaux administratifs, en 1953, avec un côté un petit peu étonnant puisque le préfet présidait et que ses conseillers, généralement des avocats, et qui avaient le droit de continuer à plaider, je terminerai là-dessus, conseillaient bien sûr le préfet sur ses décisions. Il annule les deux délibérations municipales et naturellement les opposants, comme M. Bubenheimer, se pourvoient devant le Conseil d'État par une requête en réformation. Les considérations qui fondent leur requête sont pertinentes et son examen par le Conseil d'État tout à fait légitime. Et l'importance de ce contentieux est soulignée par le fait, on parlait tout à l'heure, Mathieu Chessinger parlait d'assemblée plénière, etc. Là, le projet d'ordonnance royale est rédigé donc en septembre 1838, 100 ans exactement avant les accords de Munich de triste mémoire, le 29 septembre 1838, par le directeur de l'administration et du personnel au comité de l'intérieur, qui rejette le pourvoi du conseil municipal d'Orléans. Fondamentalement, il s'agit de trancher une question effectivement fondamentale sur le fait que la loi est restée muette sur ce point. Un conseil municipal est-il ou non en permanence ? A-t-il une existence permanente ou bien est-il réactivé en quelque sorte de manière ponctuelle par les convocations du préfet? En d'autres termes, les élus municipaux peuvent-ils s'affranchir de la tutelle pour se réunir à leur guise et ensuite prolonger indéfiniment leur session? Dans le silence de la loi, le préfet du Loiret s'appuie sur les dispositions, en quelque sorte par amalgame, sur les dispositions qui encadrent à l'époque les conseils généraux et les conseils d'arrondissement, les conseils de sous-préfecture. Deux écueils apparaissent à éviter: l'entrave à l'expédition des affaires municipales, qui résulterait de l'éternisation des débats, mais aussi un examen bâclé de questions importantes par le conseil municipal. Donc le Conseil d'État va adopter une position d'une extrême fermeté en assimilant à une réunion illégale toute prolongation non autorisée au préalable d'une séance municipale. C'est bien que derrière ce détail apparent, chacun est persuadé qu'il s'agit de la question de la permanence de plein droit des conseils municipaux, qui réduirait comme peau de chagrin la tutelle préfectorale, d'autant que les frondeurs orléanais ont explicitement menacé de se réunir sans autorisation préalable. Le Conseil d'État réaffirme solennellement la prérogative du maire de lever la séance. De même, l'insistance sur l'encadrement strict de l'activité du conseil municipal apparaît cohérent avec l'esprit du législateur orléaniste, pas orléanais ici, la monarchie de Juillet bien sûr, qui, loin d'établir une souveraineté d'un pouvoir municipal, le subordonne à l'administration supérieure, donc au préfet et en dernier ressort au ministre de l'Intérieur. Je termine très rapidement, je vous rassure, l'affaire d'Orléans fournit au gouvernement l'occasion, et je cite l'ordonnance, de veiller avec soin à prévenir ou faire cesser les abus pratiques au-delà de la convocation et de la tenue des conseils. Les instructions du ministre de l'Intérieur, Montalivet, un voisin du département du Cher, conseiller général du Cher, de Sancerre, précisent 6 points qui ont fait l'objet d'interprétations divergentes. Le droit du sous-préfet, sur délégation du préfet bien sûr, à convoquer les conseils municipaux, l'obligation d'en limiter au préalable la durée, l'interdiction de laisser s'étendre une session même ordinaire, donc vous voyez le Conseil d'État va plus loin que simplement le point sur les sessions extraordinaires,
pratique qui était tolérée, l'injonction au préfet d'annuler toute délibération prise au-delà de la réunion légale, la condamnation de l'usage, alors là évidemment ça a beaucoup évolué, hein, de nommer des commissions permanentes municipales. Il y avait des commissions qui avaient été nommées à Orléans sur la comptabilité ou sur les travaux publics, puisque ces commissions étaient considérées comme limitant le monopole administratif du maire, seul administrateur, comme le préfet est le seul administrateur du département. Donc l'esprit, hein, l'ordonnance du Conseil d'État évoque le principe établi en 1800, donc par la loi du 28 Pluviose en 8, ce monopole de l'administration par le maire. Enfin, l'administration de droit, l'admission de droit du maire à toutes les commissions municipales, sauf celle des comptes. Derrière les arguments juridiques, et là je rejoins tout à fait ce que disait Mathieu Schlesinger tout à l'heure sur la délimitation politique, ces rapports, le préfet du Loiret, qui a obtenu en parallèle la révocation du maire trop libéral d'Orléans, que je connais bien parce que j'habite sa rue, si j'ose dire, le maire Henri M, qui avait sa résidence d'été, c'était quelqu'un de très intelligent, à Olivet. Et la nomination d'un maire intérimaire, en totale contradiction là avec l'esprit libéral de la décentralisation municipale de 1831. Et soucieux donc d'un équilibre, d'un juste milieu, le rapporteur s'appuie sur le principe du contradictoire pour justifier, d'une part, le droit de provocation des uns, les élus municipaux, mais le droit de décision des autres, le maire et le préfet. Ce conflit donc trouve une sorte d'abcès de fixation dans deux prolongements de cette affaire, mais je vous en ferai grâce, je vous rassure, l'adoption d'un règlement intérieur municipal sur le modèle parlementaire, donc vous voyez, ils remettent le couvert, par le conseil municipal d'Orléans, et la question du cumul d'activités, alors là c'est assez rocambolesque, mais ça sera pour la prochaine fois, des conseillers de préfecture qui sont en même temps, il n'y a pas d'impossibilité à ce cumul, avocats plaidants, et qui, par exemple, en 1840, dans un procès de presse, un procès de tendance, comme on disait à l'époque, d'un journal d'opposition qui s'appelait le Journal du Loiret, le préfet a la surprise de voir ses conseillers de préfecture, avocats plaidants du journal d'opposition contre lui. Ce qui est un petit peu, évidemment, étonnant. Donc l'auditeur au Conseil d'État, le préfet Siméon, fait un rapport au ministère de l'Intérieur en disant c'est plus possible, il faut interdire le cumul. Et effectivement, ce cumul sera interdit. Dans un premier temps, le ministère de l'Intérieur laisse passer le règlement intérieur, n'y voyant pas une grande utilité, mais il estime qu'aucune disposition expresse, toujours le fameux silence de la loi, ne l'interdit. Et c'est sur ce point que, saisi du pourvoi du conseil municipal d'Orléans de novembre 1840, le Conseil d'État va opérer une sorte de revirement de jurisprudence très restrictif, qui va bien au-delà d'un simple rappel à l'ordre légal. Le conflit politique étant déminé par, de manière honorable, comme c'est le faire l'administration, par une sorte de permutation de préfets entre le préfet d'Orléans et le préfet d'Amiens, donc des villes comparables à l'époque, le comité de l'intérieur exige la présence du maire dans chaque commission municipale, au risque, je cite, d'amoindrir et de déconsidérer son pouvoir, et avec une voix prépondérante et une présidence de droit, je cite toujours, comme le préfet au Conseil général. Cette insistance sur le renforcement de l'autorité du maire s'accompagne du rejet de toute prétention politique ou parlementaire du conseil municipal d'Orléans, de former une assemblée locale permanente. Le maire, et c'est l'un des attendus, le maire n'est pas l'équivalent du président de la Chambre des députés, puisque c'est lui qui prépare, qui propose et qui exécute la plupart des délibérations municipales. Et, argument supplémentaire, évidemment la double nature du maire, il représente également le gouvernement et l'État dans ses fonctions de police administrative. Ainsi, l'ordonnance royale du 29 juin 1841 rejette solennellement le pourvoi, et pourtant, en pratique, toujours le grand écart parfois entre le droit et la politique, le maire, un négociant orléanais, comme il y en avait à l'époque, Sevin Marot, préfère éviter tout conflit et toute humiliation. Il laisse donc fonctionner comme avant les commissions en se dispensant simplement d'y assister. Pour terminer, pour conclure, ces conflits caractérisent donc un moment, un tournant. On le voit bien avec l'attitude très prudente du maire d'Orléans, pourtant une des très grandes villes du royaume à l'époque, celui d'une sorte d'inversion de la relation de la tutelle administrative certes du préfet, mais la tutelle politique, elle est du côté des grands élus qui peuvent déjà, ou à l'époque en tout cas, et qui ne peuvent plus maintenant, cumuler un mandat parlementaire et une fonction municipale, et donc faire pression
à la Chambre des députés ou à la Chambre des pairs, l'ancêtre du Sénat, sur le ministre de l'Intérieur pour changer le préfet quand il leur déplaît. Merci beaucoup.